tu rentres sur scène pour porter une émotion. Tu rentres pas sur scène pour te montrer. L'arrangement, il est là parce que j'ai une vision du morceau qui vient souvent du texte en lui-même. Je suis pas moi là en train de projeter des trucs. Donc je les ai forcés à chanter toute la chanson avec le sourire. Mais justement, comment on les rend vivantes maintenant ? Comment est-ce qu'on retrouve le sucre qui faisait qu'on se disait « Waouh, elle a envoyé celle-là » quand on l'avait fait il y a 4 ans. Sentir le public derrière qu'on a pris comme ça, qu'on a secoué et qu'on laisse comme ça sur une chaise en train de faire « Wow ». Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Secrets de cœur, le rendez-vous des passionnés du chant choral. Bonjour à tous, ici Stéphanie sur le podcast Secrets de cœur pour interviewer Vincent Girardin. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Secrets de cœur. On va parler du chant choral, mais pas que, parce que en préambule, j'aimerais bien que tu te présentes et il me semble que tu as plein d'autres activités autour de la musique. Je suis pianiste, je suis aussi compositeur, arrangeur quand même en dehors de la chorale à la base. Et puis donc j'ai fait pas mal de musique pour les autres, d'accompagnement comme ça dans des groupes. Au début, tu y vas en te disant bon, oui, je sais le faire. Apparemment, je sais le faire, donc j'y vais. Et puis en fait, on apprend sur le tas. Et puis après, j'ai eu une deuxième chorale l'année d'après, une troisième chorale l'année d'après encore. Là, je suis redescendu à 2 parce que 3, ça faisait beaucoup pour moi pour arriver à tout gérer. Et donc, en plus, il se trouve que j'avais repris... Je voulais passer un petit diplôme de musique, histoire de... Voilà, donc entre-temps, j'ai fait une formation, j'ai passé un IOMA, qui est un petit diplôme d'école privée. Maintenant, je suis musicien professionnel, chef de chœur donc de 2 chorales. Je suis professeur de musique dans une école privée Yéphar à Moguio, donc à côté de Montpellier. Et à côté, j'ai 5-6 groupes dans lesquels je suis en général pianiste, mais pianiste, des fois je peux chanter un petit peu dedans. Je fais pas mal de choses où on m'appelle pour un one-shot, c'est-à-dire un truc où on a besoin d'un concert, on a besoin d'une personne et puis on vient là-dessus. Donc voilà, là c'est là où j'en suis maintenant, si je résume. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler des 2 chorales que tu diriges ? La chorale originelle, c'est l'Artiqueur, qui est le nom actuel en tout cas de la chorale pop de Paloma. Paloma, c'est c'est la scène de musique actuelle de Nîmes, c'est la plus grande salle de musique actuelle, on va dire, avant les arènes, quoi. Et donc eux, ça fait la 4e année que je suis avec eux là. Et cette chorale-là, on est dans un répertoire qui est plus, c'est variété pop, mais c'est quand même un petit peu, on cherche les pépites. Donc on va chercher des gens qui sont assez connus, rarement des très grosses restas ou des énormes groupes, mais du coup, on est plutôt sur de la pépite, donc au niveau du public, en général, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelques personnes qui connaissent et que les gens, en fait, sont obligés d'aimer ou pas l'arrangement qu'on en fait, parce qu'ils la connaissent pas de base. Donc, le défi, il est un peu différent, mais c'est hyper intéressant, et surtout, le fait de faire des pépites fait qu'on apporte des chansons pas inconnues, mais quand même un petit peu insolites aux gens, comme ça, et franchement, le truc rend super bien, ils sont géniaux, évidemment. Tu peux nous donner un ou 2 exemples de titres que vous avez... C'est toi qui fais les arrangements d'ailleurs ? Oui, c'est toujours moi qui fais les arrangements, je fais à 4 voix, homme, alto, mezzo, soprane, soprane. Là, par exemple, on vient de faire une chanson de Suzanne qui s'appelle Lendemain de fête, on est en train de la faire là. C'est un truc qui a quelques semaines et on se dit, bah celle-là elle est cool, on fait celle-là. Dans cette chorale-là, je la fais voter d'abord. Je l'envoie sur le WhatsApp, ils mettent des pouces et s'ils mettent pas assez de pouces, on la prend pas. Donc il y a un côté un peu démocratique de la chorale qui est un peu chouette. Pour le reste, je suis complètement dictatorial. Mais sur le début, je suis sur le choix du truc, je laisse un peu le choix. Kimber Rose, on a Back on My Feet qui est super. J'ai repris La Banane de Philippe Catherine. J'ai repris que des trucs pas mal de trucs comme ça. Et puis au milieu, on a un truc qui marche super bien, c'est Masculinity Lucky Love là, qui avait été pris pour la cérémonie des JO. On a Love and Tendresse de Eddie De Pretto. L'Artiqueur, alors je crois que là, je peux dire qu'ils sont entre 31 et 35, je pense, un truc comme ça. D'accord. Je pense que là, ils doivent être 35 à peu près. C'est une moyenne chorale. C'est pas des très grands formats, mais c'est pas non plus tout petit. Ça, c'est la première chorale, l'Artiqueur. Et la deuxième ? Et la deuxième, c'est La Clique. C'est une chorale que j'ai fondée avec Juliette Santamaria, qui était une ancienne de l'Artiqueur, qui a déménagé et qui, dans son déménagement, s'est dit qu'elle voulait une chorale dans le style de ce que je faisais, un peu ailleurs. Donc on est avec Vive, entre Nîmes et Montpellier. Et là, pour le coup, on fait quelque chose qui est un peu plus pop-rock, et même plus orienté rock,
où on fait des choses un peu plus grand public et où du coup je me concentre plus sur faire des arrangements qui sont à la fois fidèles et qui amènent de la variété dans des choses que les gens connaissent. Ce qui est un autre travail, mais qui est aussi très chouette, le côté justement les gens connaissent la musique, s'attendent à quelque chose, et en plein milieu, tu leur mets un pont qui les décoiffe ou qui fait waouh, qu'est-ce que ça fout là, ça. C'est un peu mon petit kiff de leur mettre des espèces de pastilles au milieu comme ça. Là, pour le coup, en termes de répertoire, on est sur des trucs. Donc, on a La Bombe Humaine qui marche plutôt bien. On a Uprising de Muse qui, pour l'instant, est notre banger. Sur Facebook, on n'est pas arrivé à faire mieux que ça en termes de chiffres, donc on est content. Elle marche bien. Là, on fait Believer d'Imagine Dragons. Je viens de finir un arrangement de Baby One More Time, un peu fun de Britney Spears avec un pont un peu jazzy au milieu. Vous êtes combien à la clique alors? À la clique, sans vouloir dire de bêtises, je pense qu'on est 21 ou 22, un truc comme ça. D'accord. Donc du coup, la clique, pour resituer un peu... Bah là, c'est la 3e année qu'on fait ça. C'est quand il y a eu la clique, on a fait des auditions pour justement pouvoir avoir un bon niveau d'entrée déjà. C'est-à-dire qu'on a pu choisir vraiment les meilleures voix qu'on a reçues. Mine de rien, ça aide aussi à construire un bon groupe solide. C'est quand t'as tout le monde qui chante juste et en rythme. Évidemment, il y a tout le reste qu'il faut développer. Justement, je trouve qu'ils ont fait un boulot de dingue. Ils ont vachement bien avancé en 2 ans, en bientôt 3 ans là. Comment t'as fait pour pratiquer ces auditions? Le process du truc, pour le coup, c'était des annonces à la base pour intégrer une nouvelle chorale, etc. De toute façon, j'en fais aussi à l'artiqueur. Dès que je sais qu'il va me manquer des gens pour l'année prochaine, ou dans le cas de la clique, quand je dois tout construire, on fait une énorme communication. La clique est vachement sur Facebook et Instagram. Ouais. L'artiqueur aussi, un chouille moins, quoi. Mais du coup, pour les auditions, en fait, à partir du moment où ça a été lancé sur les réseaux, on a eu plein de demandes. Ensuite, on invite les gens dans une salle. En général, je prends un quart d'heure par personne. J'ai mon process. D'abord, je la détends en lui disant que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, il faut se calmer. Parce que les auditions, en général, ça fait flipper. Et puis après, je pose des questions sur le background un peu musical ou chant ou choral que les gens ont individuellement. Ensuite, je fais des petits exercices de rythme, des petits exercices de justesse. Et puis après, ils me font une chanson. Et pendant la chanson, je peux me rendre compte de ce qui va pas. Et après, je prends mes décisions à partir de là. Aux auditions, c'est sûr que entre 2 personnes qui chantent juste et en rythme, premier critère qui va différencier l'un de l'autre, ça va être le lâcher prise. Savoir lequel des deux va arriver à s'amuser le plus possible. Pourquoi ? Parce que celui qui va moins s'amuser que l'autre, ça veut pas dire qu'il chante mal, ça veut pas dire qu'il a pas sa place dans le chœur, ça veut juste dire que ça va être plus difficile. Et encore, je dis ça, mais en tout cas là, à ce moment-là, quand je le vois pendant l'audition, enfin c'est ça qui est difficile avec les auditions aussi, c'est que tu dis non à des gens dont si ça se trouve, au bout d'un mois, les mecs ils explosent et c'est incroyable ce qu'ils font. Donc il y a des fois tu dis non à des gens et tu peux t'en mordre les doigts après. Oui, ça m'est déjà arrivé, on a fait une ou deux fois par artiqueur ou clic des trucs où je prends des audios et il y a des fois où ça passe sur les audios et puis en face ça le fait pas. Des fois les audios passent pas mais on se dit peut-être et puis au final ça le fait pas du tout. Puis il y en a, c'est l'inverse. Il y en a où en fait je sens qu'il y a des faiblesses niveau justesse, que niveau rythmique il y a des petits trucs, mais comme il y a énormément d'envie, comme il y a énormément justement de confiance, de lâcher prise, parce que moi mon job en tant que chef de chœur c'est d'atteindre l'émotion. J'ai pas besoin de technicien, je suis pas là pour ça. Des chanteurs pros, si j'ai envie je bosse avec, mais je fais pas une chorale de chanteurs pros. Ce que je veux avant tout, c'est des gens dont je sais qu'ils vont pouvoir s'amuser dans pas longtemps. Donc plus la technique est pas trop mauvaise et plus je sens que l'audition se passe bien, c'est pas trop impressionnant pour eux. Ils arrivent à parler avec moi sans que ça fasse de Dieu tout puissant. Il y a des fois, en audition, c'est très bizarre. T'as vraiment des gens qui ont une vie, qui ont un statut social, tout va bien, et puis ils rentrent en audition et là tu sens qu'il y a des traumatismes d'enfance, d'exposés d'école qui arrivent. Et c'est terrible. Mais par contre, je le comprends. Moi, pour faire des auditions régulièrement, j'entends complètement que c'est difficile. Mais du coup, c'est mon job d'arriver à faire en sorte que ils se calment, qu'ils respirent, qu'ils arrivent à se dire c'est bon, tout va bien se passer. Et celui des deux qui va lâcher prise le plus, c'est entre guillemets, c'est lui vers lequel on va aller, quoi. Pour moi, le truc le plus important, c'est l'intention. Quand je fais un arrangement, je fais pas juste... j'écris pas des voix les unes sur les autres pour que mes choristes aient un prétexte à chanter une chanson qu'ils aiment bien. Le texte que j'écris, c'est-à-dire les notes que j'écris, la partition, c'est un prétexte pour qu'ils s'expriment et qu'ils expriment les émotions de l'auteur. Ça fait très longtemps que j'avais fait des études de théâtre. Et du coup, j'ai quand même cette notion-là de... Tu rentres sur scène pour porter
une émotion. Tu rentres pas sur scène pour te montrer, tu rentres pas sur scène pour montrer aux gens que t'arrives à chanter bien, ça je m'en fous complètement. Et d'ailleurs, dès qu'il y en a un qui chante plus fort que les autres ou qui n'écoute plus comment ça chante autour de lui, je le recadre direct. Je suis très exigeant, très bienveillant, mais je peux aussi être très frontal quand il s'agit de choses dans ce style, c'est-à-dire je fais vraiment les choses pour qu'à la fin ça aille au public. Pour moi, la finalité, c'est pas la répète, c'est le concert. Donc si pendant le concert, je veux qu'ils puissent avoir tous les moyens pour être généreux avec les gens, pour leur donner ce qu'ils ont à l'intérieur, il faut que je les fasse bosser sur l'émotion. En fait, l'émotion, c'est les 3/4 de mon job, c'est ça. Parce que leur faire apprendre les notes et tout ça, il y a énormément de travail, on va pas faire genre, c'est du travail. Mais une fois qu'on a fait les notes, une fois qu'on a fait le gros du débroussaillage, on va dire, qu'ils ont bien appris les voix à la maison et qu'ils sont là devant moi et qu'on a fait chaque partie les unes après les autres, que c'est bon, ils arrivent à tout me faire. Là, je fais OK, on s'assoit. Et maintenant, je leur fais des dessins sur le tableau des nuances, déjà en termes de volume. Et ensuite, je leur explique les intentions de chaque partie. Notamment quand c'est en anglais. Quand c'est en anglais, l'intention, elle est beaucoup moins claire. Quand c'est en français, le texte, il est juste là maintenant, de chez maintenant. C'est quand même un peu plus facile. Mais dans mes arrangements, j'imprime toujours une intention supplémentaire. C'est-à-dire que mon arrangement, c'est pas juste mettre la mélodie à la tierce, quoi. L'arrangement, il est là parce que j'ai une vision du morceau qui vient souvent du texte en lui-même. Je suis pas moi là en train de projeter des trucs, mais par exemple avec la clique on fait Nothing Else Matters de Metallica, qui est un truc sublime, qui est très très beau. Mais la version de base, en fait, l'arrangement est hyper dramatique. On connaît tous Nothing Else Matters pour le côté hyper larmoyant et tout ça. Mais quand tu lis les paroles de Nothing Else, c'est juste passionnant de voir que c'est des paroles qui sont ultra positives. C'est des paroles qui sont sur So close no matter how far, c'est vraiment si proche même si on est ultra loin. Toutes les phrases c'est on s'aime tellement et on a un tel contact et rien d'autre ne compte. T'as pas grand chose d'autre dans la musique, dans les trucs ultra connus qui célèbrent l'affection. Donc je les ai forcés à chanter toute la chanson avec le sourire. Il y a aucun moment où ils peuvent ne pas avoir le sourire. J'ai composé la moitié de la chanson en majeur. Le mineur, c'est le mode triste. J'exagère énormément, hein, mais c'est juste pour que les néophytes puissent entendre la substance du truc. Mineur, c'est quand tu écoutes un accord mineur, tu entends d'abord de la tristesse, et quand tu écoutes le mode mineur, donc la gamme mineure, tu entends d'abord ça. Et quand tu écoutes la gamme majeure, c'est plutôt brillant, plutôt positif et tout ça. Et donc en fait, j'ai pris la mélodie, j'ai pas transformé la mélodie, mais j'ai juste mis des accords majeurs derrière. Et ça a rendu quelque chose où ça donne de la puissance au texte de base. Alors c'est plus l'arrangement de base, c'est-à-dire que c'est plus ce que eux ils en font, mais en même temps je les respecte à fond dans leur intention de donner ce texte-là aux gens. Et pour nous les Français, ça peut aider à comprendre l'intention du groupe, quoi. Je pense que le fond de mon boulot c'est ça. Le fond de mon boulot c'est vraiment de faire en sorte que l'intention de l'artiste et l'intention que moi je vais insuffler dans l'arrangement, eux ils arrivent à s'en saisir, à le comprendre, à le vivre, et à pas mal le vivre, parce que l'émotion c'est aussi un truc, c'est dur. Donc autant moi je sais que justement peut-être par le théâtre et ensuite parce que j'en ai fait, j'ai cette facilité, j'espère en tout cas, j'ai l'impression, à passer d'un état émotionnel à un autre sans trop de problème. Et puis en tant que musicien on est obligé de faire ça, on dit 3-4 et puis d'un coup il faut faire un morceau ultra triste, et 3-4 il faut faire un morceau ultra joyeux. Donc on a cette habitude, on va dire, d'ajustement émotionnel. Mais justement, pour les amateurs, c'est pas toujours simple. Et mon job, c'est d'arriver à mettre tout le monde en sécurité émotionnelle pour se sentir bien dans ses basques et bien en sécurité avec les autres. Et une fois que tout le monde est bien là-dedans, on fait les choses petit à petit. Et c'est avec les répétitions que Nothing Else Matters, sur les 2-3 premières répètes, ils n'arrivaient pas à me le faire avec le smile. Et ils ont eu un déclic, un truc où à un moment je leur parle un petit peu et puis on a dit on y va et on y va comme ça. Et depuis, à chaque fois, c'est... Alors évidemment, c'est ma chorale, donc je suis content, mais je trouve ça sublime ce qu'ils me font. Je suis trop fier, je les regarde, je fais waouh, ça envoie du gros pâté, quoi. Ça se voit, on sent vraiment la fierté là, c'est clair. Ouais. Après, tu l'incarnes dans les yeux et oui, il n'y a pas la vidéo pour les gens, ils savent pas. Non, c'est vrai, je vois tu les vois, étoiles dans tes yeux. Et la banane, donc le sourire, effectivement, on ressent l'émotion que ça te procure aussi. C'est chouette. Mais après, là, je parle de la clique quand je dis Nothing Else Matters, mais avec l'Artiqueur, il y a des chansons de ce même ordre-là, où justement, genre Masculinity de Lucky Love, où à chaque fois, ça met les poils quasi à la moitié des gens. En tout cas, moi, ça me les met déjà, c'est sûr. Mais quand je finis, je suis là, genre, mais on vient de faire un truc incroyable, c'est trop bien. Donc ouais. Moi, je fais ça pour ça quand même. J'avoue que le fait de sentir cette émotion, cette puissance-là, le fait de savoir qu'ils la sentent en tant que chanteur,
le fait de moi la sentir, pouvoir la diriger et que tout le monde arrive à faire monter le truc jusqu'au moment où on laisse les gens là-dessus et de sentir le public derrière qu'on a pris comme ça, qu'on a secoué et qu'on laisse comme ça sur une chaise en train de faire wow. Moi c'est ça que j'essaye de faire. C'est sûr que quand on n'arrive pas à ça, on n'est pas content et donc du coup mon job c'est d'arriver à faire en sorte que ça arrive le plus souvent possible, quoi. Il y a des musiciens, mis à part l'accompagnement au piano, que tu fais, d'après ce que je Non. comprends? Je fais tout l'accompagnement tout seul et après le seul truc qui est pas vocal c'est des claps, éventuellement de temps en temps des stomps, c'est-à-dire des pas qui font gauche, droite, des trucs comme ça. Mais c'est sur un morceau et sinon c'est essentiellement des claps, à la rigueur des snaps, donc des claquements de doigts. Et sinon c'est moi qui fais, c'est vraiment des arrangements piano-voix. Donc Comment fait-on pour à la fois être au piano et diriger le chœur? je les conduis par plein de petites choses. La première chose étant comment je joue du piano. C'est-à-dire que déjà ma manière d'attaquer, ma manière de tenir le tempo, ma manière de faire des nuances, ma manière des fois de faire des trucs qui sont pas loin de ce qu'ils connaissent déjà dans l'arrangement et de ce qu'on a bossé ensemble, mais qui sont juste suffisamment différents pour qu'ils prêtent l'oreille et qu'ils se disent « Ah, là, il est en train de nous dire qu'il faut qu'on se calme. Là, il est en train de nous dire qu'il faut que ça monte. Là, il veut que ça monte et que ça descende. Là, il veut qu'on s'arrête net. » Ils ont juste à suivre le piano et déjà, ils ont quelqu'un qui les dirige. Ensuite, pour le tempo, j'ai une montre connectée sur laquelle j'ai le tempo, le métronome. Donc ça me permet de pouvoir juste, je tape le tempo juste avant les morceaux. J'ai pas de clic, je vois pas de clic, je les ai au poignet, en vibration. Et ça me permet de pouvoir commencer le morceau dans les bonnes conditions. Après, je le sens plus, le métronome. Au moins, déjà, là-dessus, je sais que j'ai un tempo qui est bien donné. Et après, pour le reste de la direction, je peux pas évidemment faire avec les bras quand je joue du piano. Je le fais avec les bras quand je joue pas. Ça m'arrive plein de fois de lâcher les mains et de les tenir comme ça. Mais c'est beaucoup avec la tête. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo de moi qui dirige avec la tête sur le Facebook de la clique. Et on voit mes espèces d'expressions complètement hallucinées. Je fais la même chose avec l'artiqueur. Hein. Je dirige essentiellement avec la tête et avec mon corps en entier. C'est-à-dire que le fait de me lever, je suis au piano, je suis debout. Et le fait de me lever, descendre, faire des mouvements avec mon torse, avec mes bras, même pendant que je joue, le fait d'attaquer avec les bras de manière un peu sèche, etc. En fait, au final... Faudra leur demander, parce qu'évidemment, je suis pas eux, mais je crois qu'ils se sentent quand même vraiment conduits. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où je leur dis, mais regardez-moi, en fait. Comme, quelque part, il y a des fois où ils oublient que je les conduis, ils me regardent plus, et du coup, je leur redis toujours, tac, tac, tac. Je leur fais avec 2 doigts, comme ça, regarde mes yeux. Mais ça m'arrive plein de fois d'avoir à leur redire que c'est moi qui permets à tout le monde de se synchroniser en plus du son. Et donc, faut toujours avoir ça en tête. Par contre, le truc qui est trop chouette, et là les gens vont peut-être pas le croire, quand on dirige au piano, c'est que les choristes sont beaucoup plus, mais alors vraiment 1000 fois plus autonomes que dans plein de chorales, où comme ils attendent le geste du chef, au final, si le chef il le fait pas, ou si le chef il est juste en train de vérifier un truc à gauche pendant que c'est censé partir à droite, et ben du coup ils se retrouvent avec des trucs qui partent pas, des machins comme ça. Alors que les miens, ils sont quand même vachement autonomes. Ils ont besoin d'autonomie. Et je les pousse là-dedans. Au début, ça peut être un petit peu déstabilisant. Et au final, eux, ça les force aussi à comprendre que c'est eux les artistes. C'est pas moi. Donc ils sont pas dans... Enfin, c'est pas moi. Si, aussi, mais je veux dire, les artistes qui performent et que les gens viennent écouter, c'est pas moi. Moi, je suis le karaoké, quelque part. Et d'ailleurs, les gens me voient de dos, donc ils voient même pas tout ce que je fais avec la bouche, tout ce que je fais avec la tête pendant que je dirige. Donc ils voient des artistes, sauf que si les artistes ils sont que dans obéir à papa de manière un peu scolaire, bah le spectacle il est moins bien. Alors que si les artistes ils se disent je sais quand je pars, je sais ce que je dois faire, je sais quelle est mon intention, je connais mes départs, je connais mes arrivées, et juste j'y vais au moment où c'est le bon moment, à la rigueur avec un petit signe de tête de temps en temps, ils savent que je suis en train de jouer et que j'ai besoin de conduire la mélodie principale qui se balade par exemple chez les sopranes. Et ben les altis, elles savent, elles doivent partir sans moi. Elles sont très au courant qu'elles doivent le faire sans moi. Et ça crée, je trouve aussi, ce truc-là de... C'est pas le chef de chœur qui fait absolument tout. Même si techniquement je fais tout dans le sens où je fais beaucoup de choses, mais je suis pas l'alpha et l'oméga de leur musicalité, quoi. Et ça, j'avoue que c'est un truc où il y a des fois, j'ai quelques frustrations sur le fait de me dire, bah là, j'aimerais pouvoir les lancer comme je veux, voilà. Mais en même temps, mon jeu de piano, c'est tellement important pour moi et c'est tellement comme ça que j'aime diriger que ça a toujours été une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse comme ça. C'est chouette. Alors, pour avoir été témoin de vidéos, je confirme, hein, tu danses
Vraiment. Oui, oui, je danse, ouais. Danse, c'est-à-dire qu'on voit bien tout ton corps qui bouge. Tu as Ouais. un visage qui est très expressif quand tu diriges. Et donc, effectivement, le regard est très accroché. Mais la bouche, les mimiques, les mouvements de tête, etc. Mais tu as tout le corps, en fait, effectivement. Les bras qui jouent, des montées, des descentes, du rythme aussi dans le corps. Donc, ça pourrait tout à fait se rapprocher d'une chorégraphie de danse contemporaine. Pourquoi pas. Comment tu fais bosser tes choristes? Tu les fais travailler à partir de partitions? Ils savent lire la musique pour la plupart ou pas du tout? Non. Partitions, des voix, tu utilises le dessin visiblement, c'est ce que tu expliquais, pour les intentions. Oui, oui, tout à fait. Tu schématises les intentions. Il y a plusieurs couches de travail successives. La première couche, c'est évidemment, je fais l'arrangement sur logiciel de musique. En gros, j'ai ma musique en dessous, sur mon écran. D'un côté, j'ai les paroles avec les accords, de base, on va dire. Et à gauche, j'ai mon logiciel. Et je vais faire un aller-retour partie par partie. Une fois que j'ai fait cet arrangement-là, donc dans lequel il y a 4 pistes, une par voix, je prends tous les fichiers que j'ai fait en même temps que j'enregistre. J'envoie le tutti, donc c'est-à-dire la version full avec toutes les voix, plus le clavier. J'envoie les versions voix par voix, donc ils ont piano-voix uniquement. Après, ils ont une version playback qui est ultra importante selon moi, qui est la version où ils ont toutes les voix sauf la leur. Ce qui fait que quand ils croient qu'ils ont la voix, quand ils sont sûrs qu'ils la connaissent, ils peuvent pas me la jouer à l'envers si ils vont faire la version playback. Ils savent tout de suite s'ils l'ont ou pas, parce qu'il faut qu'ils arrivent à finir tout le truc, tu vois, sans partir dans les autres voix. Donc là, ils voient tout de suite s'ils sont dedans ou pas. Et après, en général, je mets toujours une petite version piano pour s'ils veulent s'amuser à le chanter comme ça entre pupitres en répète annexe, parce qu'ils font souvent des répètes à côté, voilà. Donc je mets toujours une petite version piano, histoire de les faire, de pouvoir, qu'ils aient un karaoké, quoi. Et une fois qu'ils ont ça, derrière, je prends les notes que j'enregistre en MIDI, c'est-à-dire au clavier, pendant que je chante. Je bascule tout sur un logiciel de partition, en l'occurrence MuseScore pour ceux qui connaissent, ce qui est la référence des logiciels de partition, gratuit en plus, mais qui est plutôt bien fait. Et derrière, je fais une partition tutti, où je mets les paroles. Maintenant, je commence à mettre même des nuances écrites, pour quand je veux vraiment qu'ils se souviennent du truc. Je leur mets en général là où commencent les claps, là où ils finissent, histoire que avec la partage, ils soient tranquilles. Et après, je leur fais. Donc, ils ont le tutti, ils ont les 4 voix les unes sur les autres. Et puis après, ils ont une partage par voix. Et je leur fais des fois le document parole. En général, déjà, je fais toujours le document accord parce que pour moi, le document avec les accords que moi j'ai modifiés, j'en ai besoin moi pour travailler. Donc, je me le mets toujours dans le dossier. Je sais qu'il y en a qui s'en servent justement pour les bosser à la maison s'ils peuvent s'accorder à la guitare ou s'ils peuvent. Voilà. Mais aussi juste pour avoir les paroles s'ils veulent faire un truc simple et pas avoir la partage des fois. Par contre, je les force à venir toujours avec la partition, même s'ils ne lisent pas la musique. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que la plupart du temps, ils ont des tuilages, c'est-à-dire les sopranes rentrent en première, les mezzes en 2, les altis en 3, les mezzes en 4. Le fait d'avoir la partage fait qu'ils peuvent juste compter. Quand t'as que tes paroles, tu sais pas à quel moment tu dois rentrer. Dès que t'as un truc qui est un petit peu en l'air ou qui a une pause que toi tu fais mais que le pied d'à côté fait pas, bah tu la fais pas parce que tu l'as pas lu sur ta parole. Donc non, le fait d'avoir les partages fait qu'ils ont un truc visuel qui leur permet de pouvoir se dire ok, là je vois là où on est. Et j'en ai toujours entre 2 et 3 par chorale qui arrivent à lire les notes. Et donc, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a plein de fois où j'ai fait des grosses erreurs ou des coquilles et où on me dit mais là il y a un truc qui va pas avec la partage. Et je regarde et je fais ah oui, parce que je suis pas du tout infaillible en solfège pour le coup. J'espère en tout cas avoir une bonne capacité d'arrangement, mais je viens plus du jazz. Donc pour moi l'écrit, je vais pas écrire à la plume. Je vais d'abord arranger. Et si je dois noter des trucs, je vais les noter vite fait en partition, mais ce sera pas... je vais pas d'abord écrire comme ça, quoi. En plus, je suis un assez jeune, on va dire, donc depuis que j'ai commencé la musique, j'ai toujours fait sur les ordi, donc c'est vrai que j'ai jamais eu de papier et de crayon pour faire de la musique avant mes 25 ans. Donc en fait, c'est sûr que c'est pas un réflexe que j'ai, quoi. J'ai pas grandi avec. À la fin du processus, en fait, ils ont les partoches, on est ensemble, et c'est là que je leur fais des dessins. Donc là, c'est ou bien je leur fais des dessins de justement des intentions, des nuances, ou bien j'en profite pour leur montrer ce que j'attends en termes de tenue de notes. Si je veux que ce soit tout droit et puis qu'à la fin ça descende un peu avant de mourir, si je veux que ça s'arrête net, si je veux que ce soit plutôt en escalier, en toboggan, enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que visuellement les dessins ça peut être pratique quand même. Et avec la clique même, ça c'est parce que je les ai eus depuis le début et donc c'est un peu plus facile à mettre en place. Je leur fais même des petits cours de solfège de temps en temps en début.
Ce qu'ils adorent, évidemment, parce que c'est le truc que tout choriste veut faire dans sa vie, du C'est solfège. canon. C'est J'avoue. canon. Ouais, c'est canon. En général, ça fait plaisir à tout le monde. Ce qui est marrant, c'est que la clique sur la mais s'il te plaît, mais laisse-nous tranquille, on est gentil, t'as rien fait. Mais n'empêche que ça les fait progresser quand même vachement sur la clarté. Pas sur la lecture, parce que la lecture, j'attends pas à en faire des lecteurs, mais ça leur donne la clarté de qu'est-ce qu'un débit, c'est quoi le débit de double croche, c'est quoi le débit de croche, à quel moment on fait une vraie pause, comment est-ce qu'on considère des triolets dans notre tête pour vraiment arriver à les taper droit et à les taper bien quand ils arrivent. C'est un truc où évidemment c'est laborieux et moi-même je le traite comme ça, c'est-à-dire que je sais que c'est un truc chiant et que j'ai pas envie de les embêter avec ça. Mais en même temps, le fait de le faire fait que sur le long terme, ça leur permet de quand même d'avoir de plus en plus de précision. En termes d'écrit, c'est un peu toutes les étapes du processus. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu as combien d'hommes? Sur l'artiqueur, ils sont le même nombre que n'importe quel pupitre. Donc là, je pense qu'avec l'artiqueur, on doit être à 8 ou 9. Parce que justement, c'est la moyenne des pupitres dans cette chorale. T'as un quart d'homme. Voilà. Et c'est pareil chez la clique. C'est un quart d'homme, ils sont 5. Donc ça fait en gros un quart. Alors c'est pas évident, ça c'est clair. Ce que je trouve assez triste en fait. Parce qu'il y a quand même cette notion-là de le chant c'est fait pour les nanas. Et je trouve ça vraiment, mais juste triste à pleurer. D'autant plus que quand tu vois des chœurs d'hommes seuls, t'as quand même aussi des trucs qui sont tellement sublimes que tu te dis, non mais les gars, enfin, je veux dire, on a des voix qui sont quand même aussi très très belles. Enfin, j'adorerais évidemment avoir un 50-50. Pour moi, le truc se fait par le bouche à oreille et par le, comment dire, montrer qu'on fait des trucs qui sont justement pas... Il y a une image de la chorale. Il y a une image de la chorale qui, en plus, intimide les hommes. L'image de la chorale, c'est... t'as un espèce de truc où c'est pour petite vieille, quoi. Et c'est le truc, je mets les deux pieds dedans parce que c'est le truc évident dont tout le monde te parle tout le temps, mais en fait, il y a un moment où, pour moi, comment dire, que les petites vieilles chantent, mais oui, heureusement, oui, et c'est super en fait. Et c'est pas une question de c'est bien ou pas bien. Le vrai truc, c'est que, en fait, là, dans l'artiqueur et la clique, ce qu'on fait musicalement, ça envoie, comment dire, en termes d'intention, en termes d'émotion, en termes de trip, en termes de volume, en termes puis même de crade, de trucs, pas juste des trucs mignons quoi. C'est des trucs qui, enfin j'essaie en tout cas de faire en sorte que ça te chope et que ça te retourne le bide et que voilà. Et en fait ça, tant qu'en tant que bonhomme tu l'as pas vu, je dis bonhomme dans le côté on va dire un mâle blanc en 2025 quoi. Tant que t'as pas vu ça quelque part devant toi, tu te dis, t'as toujours une image d'Épinal de la chorale qui fait que tu te dis c'est pas pour toi. Que en gros, pas fait pour toi. Et c'est vrai que moi, les gens qui sont en fait venus dans les chorales que j'ai et qui en plus ne veulent pas en partir, donc ça c'est cool. Ces gens-là, en fait, c'est juste qu'ils ont vu quelque chose où ils se sont pas dit, là, être un mec ou être une nana, ça a de l'importance. J'écris pas pareil pour les hommes que pour les femmes parce qu'on n'a pas la même voix, la même puissance, la même capacité et on n'a pas non plus les mêmes résonances. C'est-à-dire que je peux mettre... C'est pas très compliqué d'écrire pour un quart d'homme parce que les hommes chantent naturellement plus fort que certains pupitres de femmes. Le vrai truc, c'est d'avoir des hommes qui ont envie d'être là. Et moi, c'est ça que j'ai et que j'ai la chance d'avoir, c'est que on a réussi à choper des gars qui sont venus et qui se font mais kiffer et qui se font kiffer sur des trucs qui envoient du pâté genre Metallica ou des trucs comme ça, et sur Baby One More Time, où d'un coup ça se fait kiffer à chanter du Britney, ou sur Masculinity, où c'est un chanteur gay qui chante le truc à la base, et pour autant les mecs ils sont à fond dans la virilité du truc, en même temps que dans la fragilité et la vulnérabilité du truc. Donc ouais, pour moi, notre job, c'est aussi de casser cette espèce d'image plan-plan. Faut arriver à se dire qu'on vient pour envoyer du steak, on vient pour envoyer du bois, on vient pas là juste pour montrer qu'on sait chanter, ou pour montrer qu'à la kermesse, j'ai vu ta cousine, ah bah oui, moi j'ai vu ma tante qui faisait de la chorale. On vient pour envoyer de la musique, quoi. Et la musique, pour moi, c'est vrai que j'ai un côté un peu... Pour moi, c'est un peu sacré, dans le sens, il y a un truc de... Si t'as rien à dire avec la musique, tais-toi. Mais si tu viens faire de la musique, tu dis un truc, tu donnes quelque chose. Donc si tu donnes quelque chose, fais-le à 200%. Que tu sois, entre guillemets, une petite vieille de 70 piges, un petit trentenaire comme moi, ou même un gamin de 15 ans. Enfin, voilà. C'est ma seule frustration, ça, c'est de pas avoir d'ado ou de très jeunes adultes. J'aimerais appeler les 18-25 ans à se dire, mais en fait, c'est aussi pour moi et c'est trop cool. Juste ça envoie, quoi.
Et la chorale, c'est pas un truc ringard, venez voir ce qui s'y passe Voilà, et on va bah, c'est ça. s'amuser tous ensemble, en fait, c'est ça? Ah oui, bah, c'est ça. Mais le truc, c'est d'arriver à faire se rendre compte que c'est pas un truc ringard, d'une part parce qu'il y a ce truc-là de on envoie du pâté, c'est cool, mais d'autre part, c'est aussi le côté juste chanter, c'est s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer, il y en a plein. Hein. Je veux dire, voilà, je suis pas en train de dire que c'est la seule et que voilà, c'est que la seule qui est bonne. Mais chanter, c'est s'exprimer. Et il y a énormément de gens qui ont entre 18 et 77 ans qui juste savent au fond d'eux, qui s'éclatent en faisant ça quand ils sont, comme tu disais tout à l'heure, sous la douche ou dans la cuisine tout seul en train de cuisiner son truc. Mais qui vont pas passer le pas parce que moi j'en ai plein des gens qui me disent ouais, moi je voudrais faire de la chorale, mais en même temps j'ai peur de passer une audition. Ça les terrorise. Et ouais, moi, mon job, c'est d'essayer de faire en sorte que des jeunes arrivent à se dire, mais ouais, mais en fait, c'est trop bien, ça peut me permettre de prendre confiance en moi, ça peut me permettre de pouvoir m'éclater, ça peut me permettre de me faire plaisir, d'être avec des potes en plus, et de découvrir des émotions que je savais pas que je pouvais exprimer, en sécurité parce que je suis avec d'autres gens. Enfin, la chorale, c'est là-dessus, c'est tellement cool, quoi. Et on est convaincus de la même chose et c'est d'ailleurs un des moteurs premiers qui a fait qu'on s'est lancé dans l'exercice de faire ce podcast. C'est-à-dire à la fois influer positivement sur l'image du chant choral. Effectivement, c'est bien pour la transgénérationnelle. Ça impacte le bien-être des gens, à la fois qui viennent écouter et ceux qui participent. Mais c'est clair. C'est cultiver le vivre ensemble, c'est cultiver l'écoute de l'autre. Donc, c'est que du positif, clairement. Ah ouais, c'est clair. C'est quoi pour toi les qualités indispensables du choriste? Le bon choriste, ouais, le fait d'avoir envie d'être là, ça pour moi c'est le premier truc. Le deuxième truc, après, c'est évidemment, c'est le truc con parce que je suis chef de chœur, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est être attentif, quoi. Évidemment, le fait d'être le plus attentif possible, le plus dans ce qu'on est en train de faire, le fait d'éviter de parler pendant que tu fais travailler un pupitre. Donc ça, c'était le point numéro 2. La dernière qualité pour moi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la capacité de faire l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, ça prend dans le sens où ça prend du temps, c'est pas juste un truc qu'on est avec et on vient avec comme ça. Pour moi, le vrai truc, c'est justement arriver à se mouiller, c'est-à-dire aller au bout de ce qu'on est en train de dire, aller au bout de son mot, même si c'est en anglais et qu'on comprend pas tout exactement, mais aller au bout de cette intention-là, et 2 secondes plus tard, ou 1 seconde plus tard, être capable de dévisser pour partir sur une autre intention et y aller à fond, tout pareil. Pour moi, c'est ça qui fait quand même le sel du bon choriste, ça va être celui qui a envie d'être là, qui est assez attentif et qui en plus se dit juste je suis à fond dans tout ce que je fais tout le temps. Alors évidemment, en répète, ça peut pas se passer non-stop comme ça. Mais par contre, dès qu'on est en répète, genre en filage ou en concert, je sais que c'est ça que je demande à tout le monde, quoi. Merci Vincent, c'est hyper intéressant. Je t'avais demandé en préambule de réfléchir à un titre que t'as pas encore travaillé, qui est pour toi un rêve, ou peut-être que tu mettras ce rêve, que tu le réaliseras, peu importe. C'est quoi le morceau, le titre, l'artiste qui te fait triper? En fait, je vais tricher un peu parce que j'ai commencé le piano en jouant des morceaux des Beatles. J'ai vraiment fait juste ça avec un petit bouquin avec des paroles dessus. Et donc, je me suis tapé tous les Beatles. Je dis ça, il y a peut-être un album que je connais moins que les autres, mais ça reste, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, je sais que je vais le faire. Je vais faire en fait un medley Beatles dans lequel je vais pouvoir vraiment mettre tout ce que j'aime et ça va me prendre 4 ans, c'est pas grave, mais je vais le faire. Et ouais, moi, mon rêve, c'était d'arriver à faire du Beatles, mais c'est vrai que faire un morceau, c'est un rêve dans le sens où, de toute façon, j'avais envie de faire un Beatles. Mais en même temps, j'aurais été frustré parce que justement, je fais toujours qu'un seul morceau par artiste. C'est-à-dire que si dans la clique, par exemple, j'ai fait un Muse, je peux pas refaire un Muse. Ou pareil à l'Artica, d'ailleurs, j'ai fait un Muse aussi là-bas. Donc je peux faire un Muse par chorale, mais je peux pas faire 2 Muse dans une seule chorale. Et donc moi, le truc, c'est que les Beatles, j'ai un tel amour de ce qu'ils ont fait et un tel amour de cette musique-là que ouais, mon rêve, c'était vraiment ça à arranger en chorale. Il y a tellement de choses qui sont déjà sublimes en termes de voix dans les Beatles, mais le truc c'est que j'ai pas envie. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas envie d'utiliser ça bizarrement. J'ai pas envie de juste prendre les trucs qui sont déjà écrits pour plusieurs voix. J'ai envie de prendre les musiques qui moi me touchent le plus
Et après, mettre des clins d'œil de partout, parce que ça, c'est moi et mon côté geek. Je vais juste mettre des. Ceux qui les connaissent les reconnaîtront, les autres, ils sont là. Oh, c'est marrant, c'est joli. Mon vrai objectif, c'est d'arriver à faire un medley Beatles qui renvoie du gros pâté, et c'est dans les tuyaux. Donc, pour le coup, je pense que je vais le faire avec la clique, parce que c'est pas tout à fait le répertoire de l'Artiqueur, justement. On est dans des pépites, et en plus dans des pépites actuelles. C'est vrai que je l'ai pas dit au début, ça. Mais les pépites de l'Artiqueur sont des trucs qui ont moins de 10 ans ou 15 ans grand. D'accord. Donc forcément, c'est des trucs récents. Et voilà, pour le coup, les Beatles, on est un poil plus loin. Mais c'est la vieille personne en moi qui a besoin de se mettre dans son petit cocon de Beatles. Et ouais, voilà. Donc ça va sortir dans pas trop longtemps. Logiquement, vu le moment où le podcast va sortir, il sera déjà sorti. Je sais pas s'il sera déjà sur les réseaux, mais en tout cas, il sera déjà fait, en principe. Ouais, donc tu as déjà commencé à travailler dessus, en fait. Non, j'ai pas commencé à travailler dessus. Je vais le faire dans les prochains jours. Il est dans les prochains jours, là, et je vais me poser avec le cahier. Je vais commencer à aller chercher les morceaux que je veux et savoir quels sont mes trucs. Mais je suis dedans, là. Je suis dedans. Et ce sera la première fois que je mets un medley, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Oui, complètement. Ouais. Mais c'est pas, comment dire, pour moi, c'est même plus c'est plus facile dans le sens où c'est plus joueur, et c'est vrai que j'aime bien ce truc-là. J'aime bien le fait de me dire je suis encore moins cadenassé qu'avec un seul morceau, où déjà je m'amuse bien dans les harmonies et tout ça. Mais si je fais ce que je veux à partir d'un matériel de base que je maîtrise et que j'adore, comme ce répertoire-là, bah derrière, moi je me dis juste c'est la liberté, c'est le fun, amuse-toi, mets-en partout, et puis voilà quoi. Ouais, super, ça promet. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter. J'espère aussi, j'espère que ce sera bien surtout, mais si c'est pas bien, je le referai. Donc à la fin, ce sera bien, selon moi. Ce serait chouette. Ce serait chouette. Est-ce que tu peux nous parler des actualités de l'Artiqueur ? Tout à fait, l'Artiqueur, pour le coup, il y a toutes les actualités, il y a tout ce qu'il faut trouver, c'est sur le Facebook de l'Artiqueur. On va avoir un week-end chantant à la fin de l'année, c'est 13 et 14 juin, donc je sais qu'on va avoir un concert dans ces eaux-là. Après, on va avoir évidemment le 21 juin, donc la fête de la musique. Pour la fête de la musique, je fais toujours un concert avec les deux. Donc on va essayer de faire un concert Artiqueur et un concert Click dans la même journée. Donc ça fait, il y en aura un à Nîmes et l'autre je sais pas où, parce que la Click, on va voir où on va. Et puis après, la Click, il y a, je sais qu'il y aura sûrement le concert de Héros les Chœurs. Donc il y a un grand concert interchoral. Un festival de chorale à Lunel aussi. C'est quoi un week-end chantant ? Un week-end chantant, pour le coup, enfin, en tout cas, nous, comme on le fait, parce que je pense qu'il y a plusieurs formules, mais en gros, on a des arrangements qui sont faits un peu à l'avance, entre 1 et 3 mois, ça va dépendre, qu'on envoie à tous les participants, on va dire entre 60 et 100. On se met tous dans une salle pendant le week-end, de 9h à 17h, et le lendemain, pareil, samedi, dimanche, et on travaille successivement les morceaux que chaque chef de chœur ou que chaque intervenant veut faire bosser. Ça permet du coup de pouvoir, si on veut faire juste entre guillemets un one shot de chorale, c'est-à-dire si on veut pas se prendre une chorale à l'année, si on veut juste pouvoir se dire j'ai envie de me défouler en chant sur un week-end, apprendre plein de trucs d'un coup et vivre des émotions. En général, c'est des émotions très fortes, parce que c'est beaucoup de monde, donc ça met énormément de volume, et ça c'est cool, parce que quand t'es vraiment entouré de volume, ça t'aide quand même vachement à te mettre dedans. Et à la fin, il y a toujours un concert de restitution, donc en plus, tu as des gens qui t'écoutent comme ça, pour des gens qui font pas de chorale à côté, ou même qui en font. D'un coup, d'être à 75, à 100, à 60, c'est un truc énorme, et c'est chouette. Et puis, ça fait découvrir aussi des humains, des humains dans le sens ça fait des rencontres entre choristes, donc ça c'est quand même trop bien. Et puis en plus ça te fait découvrir un chef de chœur, et comme quand t'en as deux, c'est assez chouette aussi de voir que t'as deux manières de driver, et tu vois ce que tu préfères évidemment, mais tu vois aussi qu'il y a rien de fixé, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choristes qui voient leur chef de chœur comme un espèce de papa ou qui sait exactement ce qu'il faut faire, de papa ou de maman, qui sait exactement comment il faut faire une chorale et qui le fait de la meilleure manière possible. Et puis quand t'as deux personnes qui se battent en duel toute la journée et qui se passent le flambeau, en fait tu te rends compte que non, t'as 2, 3, 9, 1000, enfin t'as une infinité de manières de diriger possible, d'avancer possible, et que c'est juste hyper enrichissant. Moi j'adore le fait de Caroline, je l'ai trouvé incroyable. C'était trop bien de bosser avec quelqu'un qui avait justement cette habitude des très grands groupes, d'une part, et puis elle a pas les réflexes que j'ai, et moi ça m'a nourri énormément. Et là avec Vanessa c'est pareil, elle c'est une pro, elle a fait beaucoup de tournées, de zénith, en tant que choriste, en tant que chant lead sur des tournées
un peu mastoc d'Arenia et tout ça, et de grosses salles parisiennes. La nana, c'est une tueuse, c'est une vraie musicienne. Et pour autant, elle est toute discrète, toute feutrée, toute mimi comme ça. Par contre, quand elle t'envoie une caisse et tu te dis, mais voilà, c'est ça, il faut que les gens se prennent ça, quoi. Et c'est chouette, quoi. T'as envie de... Moi, c'est ça que je trouve trop bien avec la chorale, c'est qu'en fait... mais avec la musique en général, t'as autant de manières de faire de la musique que de musiciens. Que en fait, derrière, il suffit juste de venir, tu te délaisses de quelques euros et t'arrives et tu vis des émotions de fou furieux le temps d'un week-end où t'as pu en plus faire une pause, bouffer avec tout le monde, des nouvelles personnes, faire des rencontres. C'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est super. Moi, ce que je retiens finalement de tout ce qu'on a échangé là, c'est une histoire de générosité, tant du côté des choristes que du côté du chef de chœur, d'avoir envie d'inter-échange, et que c'est cet ajustement permanent du choriste et du chef de chœur Complet, ouais. qui fait que ça crée de l'écoute, de l'intention, que la mayonnaise prend, que ça crée de belles émotions pour le chef de chœur que pour les choristes, et du coup pour le public. Ouais, Enfin, bien tu sûr. vois, il y a cette mayonnaise un peu globale qui est vraiment très très jolie. Je suis à 100% dans ce truc-là et je pense qu'en effet c'est le nerf de la guerre. La générosité, c'est le nerf de la guerre dans la chorale. Mais dans la musique en fait. Même quand je fais de la musique, soit des projets de compo ou des projets d'animation, c'est-à-dire de cover, de reprise de chansons. Quelle que soit la musique que tu fais, comment dire. C'est un de mes profs qui m'avait sorti cette phrase que je trouvais assez géniale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, il n'y a que de la bonne musique mal jouée ou bien jouée. Et je pense que ça fait partie des trucs qui sont très très justes. Même la musique qu'on peut estimer être moins bonne, dans le sens, je sais pas, des trucs qui sont pas savants, qu'on peut considérer un peu faciles, un peu répétitifs, un peu voilà tout ça. En fait, tu choisis d'aller sur scène et de le défendre et de le jouer bien, ou bien ne le fais pas. Mais si c'est pour y aller, pour penser que la musique que tu joues c'est de la merde, et du coup la jouer moyennement, mais ne rentre pas sur scène, tu n'as rien à dire, il n'y a pas de souci. Je dis ça, je suis le premier, j'ai eu plein de concerts dans lesquels il y a des morceaux où je me suis dit, là, attends, je m'ennuie. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, en tout cas, c'est d'arriver à trouver le fun là-dedans. Voilà, c'est ça. Arriver à réinvestir émotionnellement ce que tu es en train de faire, le moment que tu es en train de vivre. Je dis ça, j'y arrive pas tout le temps, hein. Évidemment, c'est comme tout le monde, je suis sur cette recherche-là. Évidemment, quand c'est tes projets perso, compo, c'est plus facile que quand tu es sur de la reprise et où tu dois, entre guillemets, cachetonné entre guillemets, même si j'exagère beaucoup. Mais par exemple sur les chorales, en tant que garant en plus de la qualité du rendu, j'ai un truc où je ne veux pas me permettre et laisser aux choristes la possibilité de se permettre ça. Je veux pas qu'ils puissent se dire 2 secondes, celle-là, oh, pas grave. Celle-là, elle me plaît moins. Celle-là, bah, ça va, on la connaît depuis longtemps, ça, je sais pas quoi. Là, on a eu, je sais qu'il y a justement l'Artiqueur, comme c'est ma chorale la plus ancienne, il y a eu des vieux morceaux qu'on a dû réapprendre pour les nouveaux entrants. Mais aussi, et on en a profité pour les dépoussiérer. Se redire, mais en fait, ces chansons-là, certes, on les fait depuis longtemps, certes, on est habitué, on connaît, nana, mais justement, comment on les rend vivantes maintenant? Comment est-ce qu'on retrouve le sucre qui faisait qu'on se disait, waouh, elle envoyait celle-là quand on l'avait fait il y a 4 ans? Et c'est une question de retrouver, mais c'est aussi une question de chercher. Pour moi, c'est la métaphore du couple ou de la relation affective, c'est la même chose. Et tu peux t'enfermer dans ton couple en train de te dire, bon bah ça y est, celle-là maintenant, je l'ai, elle est à la maison, elle bougera plus, je suis bien, je suis peinard. Ou tu te dis, non, enfin, il faut absolument que les quelques moments que tu as, si tu y arrives et si c'est possible et si c'est voilà, et ben tu fais en sorte que ce soit le meilleur moment possible et que ce soit pas juste on est en train de passer le temps, quoi. Et on fait pas de la musique pour ça en plus. Enfin, je veux dire, pour le coup, la musique, c'est justement fait pour vivre, c'est pas fait pour passer le temps. C'est ma vision après, évidemment. Waouh! Franchement, j'adore. Bon, c'est cool. Un grand merci à toi, Vincent, pour merci cette à toi. interview. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience des chorales, du chant, ton expérience d'arrangeur, de musicien et surtout de chef de chœur. Je trouve ça chouette d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que les auditeurs se régaleront à l'écoute de ce nouveau numéro de Secret de Chœur. Je vous dis à bientôt. À bientôt.
History